Nous allons maintenant passer à l'anglais. Je suis très heureux d'accueillir Michael Pior. Nous nous sommes rencontrés dans une rencontre formelle il y a une quinzaine d'années via une conférence du Bureau international du travail. Vous avez la parole, Monsieur Pior. Eh bien, tout d'abord, je vais commencer par remercier Alain. Oh, l'interprète n'a plus de micro, plus de son, plus de son. Donc, je voudrais commencer par remercier Alain Supiot pour son action constante en faveur de la solidarité et pour avoir également organisé ce colloque qui nous entraîne tous et nous pousse, nous, les chercheurs, les universitaires et le grand public à explorer et approfondir ces questions d'organisation sociale et de solidarité. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement parler de l'évolution du concept de solidarité sociale aux États-Unis. Le terme solidarité sociale n'est pas un terme qui est beaucoup utilisé dans mon pays, aux États-Unis, mais il y a une préoccupation pour la cohésion sociale et la façon d'y parvenir. Et d'une certaine manière, la question de solidarité est discutée, même si on utilise aux États-Unis des termes différents. Donc, pour traduire cela dans le contexte de notre colloque, nous pourrions dire que l'histoire de la solidarité sociale aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale se répartit en deux grandes périodes. La première période de la solidarité, lors des 3 décennies après la guerre, a été caractérisée par une répartition très étroite des revenus et un État-providence qui s'est créé suite aux réformes issues de la Grande Dépression et du programme de New Deal introduit par Franklin Delano Roosevelt. Dans les dernières et plus récentes décennies, au début des années 80, les valeurs de la société américaine ont évolué vers un plus grand individualisme qui, dans de nombreux domaines, sont plutôt contradictoires avec cette notion de solidarité sociale. Cette deuxième période est marquée par une inversion de la répartition des revenus qui nous a ramené à la situation du début du XXe siècle et avec une plus grande inégalité, un retrait de l'administration publique en matière de réglementation et de régulation de l'économie et un déclin très fort des systèmes de protection sociale, de syndicalisation, des capacités de négociation collective. Le pays s'est lancé dans une idéologie libérale de liberté des marchés. Le discours politique, non seulement à droite et à gauche, a mis l'accent sur un marché compétitif comme modèle d'organisation sociale et économique. Le pays s'est engagé très très fort et a mis de la pression auprès des agences internationales pour encourager les autres nations du monde à s'engager dans des politiques de liberté des échanges. Et nous n'avons pas hésité à utiliser le pouvoir des États-Unis très fort pour motiver et entraîner les autres. Dans d'autres domaines également, les politiques publiques ont contrecarré les concepts de solidarité sociale. Le système d'immigration, par exemple, qui a été réformé dans les années 60 pour se débarrasser de ces discriminations raciales, a fonctionné dans une seconde période pour générer un large groupe de travailleurs clandestins qui se sont trouvés effectivement exclus de la citoyenneté dans de nombreuses collectivités. Ces groupes sociaux se sont retrouvés marginalisés. Les estimations varient, bien sûr, mais il est considéré que les travailleurs clandestins représentent de 5 à 7% de la force de travail dans les années 90. Un système d'aide publique a été créé faisant partie du système de protection sociale qui a été introduit dans les années 30
2008 et qui a été complètement modifié dans les années 1980. L'écart s'est accentué en haut de la pyramide des revenus et de façon constante sur ces 30 dernières années. Et ce sont des chiffres que j'ai toujours du mal à croire. Il faut toujours que je les regarde une deuxième fois. Mais les revenus des plus grands dirigeants des 350 premières entreprises américaines qui étaient dans les années 80 25% supérieurs au revenu médian d'un travailleur étaient ont augmenté pour représenter 231% du salaire moyen. C'est 1% des foyers gagnant le plus qui ont gagné 275% de plus que le revenu médian. Mais la solidarité apparente de la période juste après la guerre en comparaison à la deuxième période, a dissimulé une très forte tendance à l'exclusion sociale. La législation de protection sociale introduite dans les années 30 a été créée sur la base d'un compromis entre le Parti des démocrates au pouvoir, entre les progressistes du Nord et les conservateurs du Sud rural qui contrôlaient les comités du Congrès. Le compromis excluait de fait la plupart des travailleurs noirs et laissait libre cours et action aux institutions suprématistes blanches du sud des États-Unis. La législation en matière d'immigration a été truquée pour favoriser l'immigration des blancs européens. Et nous étions donc dans une société dominée par les hommes avec des valeurs où le rôle idéal de la femme était d'être une femme au foyer. Et sur toute la période, d'autres groupes comme les handicapés, les homosexuels n'étaient pas du tout reconnus. Dans la période la plus récente, le pays s'est engagé de façon volontariste pour réintégrer tous ces groupes dans la société américaine. Donc, si on regarde la répartition des revenus et des statuts sociaux en ce qui concerne ces groupes précédemment désavantagés, nous voyons une révolution sociale énorme, une société plus inclusive, plus redistributive, de l'ordre de ce qui s'est produit en 1930 avec la mise en place de l'État-providence et l'organisation des syndicats. Si on pose la question à ces membres de groupes qui étaient précédemment exclus par rapport à la situation de leurs parents, le sens d'une amélioration est énorme. Le ratio et l'augmentation de revenus est de l'ordre de 60%. Et les immigrants qui se comparent à ceux qu'ils ont laissés derrière dans leur pays d'origine indiquent de tels rapports d'amélioration. Le paysage a été totalement redessiné pour intégrer les handicapés, les homosexuels, les lesbiennes, qui n'étaient absolument pas mentionnés dans la période juste après la guerre et qui aujourd'hui se voient accorder des droits malgré un discours généralisé de limiter, de réduire les retraites pour les personnes âgées. Le système de retraite n'a quasiment pas été affecté. Et le seul groupe qui n'a pas pu bénéficier de ces gains économiques à ce niveau est ironiquement la population noire dont les mouvements de protestation ont pourtant constitué un modèle de mobilisation pour les autres groupes. Le revenu moyen des Noirs par rapport aux Blancs a stagné dans les 30 dernières années. C'est le résultat cependant d'une divergence entre la classe supérieure de la population noire et la classe moyenne ou la partie la plus basse en termes de revenus. Et l'élection d'un président noir a
fondamentalement altéré le statut social des Afro-Américains et a stimulé leur sentiment d'amélioration. En parallèle, l'impression que le système de protection sociale marque le pas. Malgré tout, il y a eu des avancées significatives, notamment l'introduction du système médical Obamacare. Donc, est-ce que nous pouvons comprendre les dernières évolutions? Une façon de le comprendre est l'engagement du pays à l'idéologie individualiste et libérale. Une telle idéologie met l'accent sur la concurrence au sein des marchés pour des raisons à la fois politiques et économiques. La justification économique est que l'économie de marché est plus efficace et secondairement qu'elle contribue à la croissance économique. La justification politique met en avant la décentralisation du pouvoir qui protège les libertés individuelles. Milton Friedman, qui est la justification classique américaine en faveur du libéralisme, dans son livre Capitalisme et liberté, publié en 1962, pose un argument qui est essentiellement axé sur la justification politique. Les efforts particuliers engagés pour promouvoir la protection sociale de groupes sociaux précédemment stigmatisés et économiquement désavantagés peut être vu comme un effort pour enlever les entraves à la liberté et à l'égalité en matière d'opportunités dans une économie de libre marché. C'est en partie une explication idéologique, mais c'est également, il y a ici une articulation politique tactique. Le monde des entreprises, notamment dans le secteur high-tech, n'a eu de cesse de promouvoir la déréglementation et de justifier ses gains économiques très importants, mais également de promouvoir les droits des homosexuels, hommes et femmes, dans une moindre mesure de la population noire et handicapée, mais a promu un nouveau système d'immigration plus ouverte. Sous cet angle, ce sont les décennies juste après la guerre qui doivent être expliquer la période la plus récente représentant un retour aux valeurs essentiellement individualistes de la société américaine telle qu'elle s'exprime et se résume dans une idéologie libérale classique. Et lorsqu'on regarde cette période plus ancienne, juste après la guerre, on a tendance à regarder cette période comme une période où il y avait moins de solidarité, mais d'un conformisme social extrêmement important. Cependant, on pourrait également on peut penser que le libéralisme classique et le fondamentalisme de l'économie de marché qui le soutient aujourd'hui est un élément fondamental des valeurs américaines. Ceci est caractérisé dans les publications universitaires sur les différents types de capitalisme qui distinguent l'économie de marché libérale des États-Unis avec le modèle de marché coordonné qui est censé caractériser les économies allemandes et japonaises. Mais la caractérisation de ce marché libéral à l'américaine est essentielle à ce qu'est l'Amérique est contredit par l'économie mise en place dans la période juste après la guerre, dans laquelle les négociations collectives entre les partenaires sociaux, les salaires publics et les politiques publiques en matière de salaire, en matière de contrôle des prix et la planification interne mise en œuvre par les entreprises ainsi que les orientations prises par les entreprises ont joué un rôle très important dans la coordination et l'orientation de l'économie autant que le marché ensemble. Ces institutions ont joué un rôle central pour renvoyer les femmes dans leur foyer dans un rôle subordonné, le rôle qu'ils jouaient avant la Grande Dépression. Comme ceci suggère, la solidarité sociale dans cette période a été accompagnée de l'exclusion de nombreux groupes sociaux, mais elle reflétait également un autre modèle que le modèle libéral. Et il est difficile
difficile de dire que les États-Unis se sont engagés de façon profonde dans un modèle libéral d'organisation sociale. Un deuxième, si la société est capable de générer deux modèles différents d'organisation sociale et économique, peut-être que la société peut générer d'autres modèles. Et de fait, au moins un autre modèle est suggéré par l'historiographie américaine contemporaine. C'est le modèle et les valeurs citoyennes républicaines. Un des intérêts de ce modèle est qu'il semble associer l'accent sur l'individualisme comparable à celui du modèle libéral, tout en reconnaissant un modèle social qui serait plus proche du modèle de la solidarité sociale après la guerre, une société qui serait plus tolérante et plus ouverte, moins conforme à un ensemble de normes uniques. Dans le modèle des valeurs citoyennes républicaines, les individus se réalisent comme des individus dans une collectivité d'égal à égal qui partagent les mêmes éléments de base dans lesquels ils peuvent construire leur vie. L'individualisme est exprimé en leur permettant en ceci qu'ils créent leur vie à partir d'éléments communs où ils reconnaissent leur père comme unique et distinct. Les innovations politiques et économiques ainsi qu'un processus d'interaction, de discussion, de débat permettant d'élever le niveau de compréhension et d'identifier de nouvelles solutions à des problèmes communs. Donc, la solidarité sociale est perçue comme une communauté linguistique où de l'extérieur, lorsqu'on écoute, lorsqu'on entend une langue étrangère, tout le monde semble avoir donne l'impression de parler de la même manière avec la même voix, mais de l'intérieur, on se rend compte que chaque orateur est différent. Donc, une langue permet aux gens de se différencier de façon très fondamentale, mais en dehors de la communauté langagière, il n'y a pas de capacité d'être et d'agir comme un individu. Et donc, si on prend la langue comme une caractéristique fondamentale d'un être humain, on a des images différentes de la façon de créer une communauté par rapport à celle qui est générée par le libéralisme. Et où on met l'accent sur la nationalité nationale plutôt qu'aux caractéristiques humaines. Une grande partie de la vie américaine au XIXe siècle était organisée en petites communautés et qui fonctionnaient et où les individus se distinguaient de façon très très proche de ces communautés langagières. Et ce mode social a perduré au XXe siècle, même s'il a été dépassé par cet autre modèle à partir de 1930, par le modèle d'une solidarité sociale plus active. Cet aperçu permet d'identifier différents modèles d'organisation de la société avec des implications très importantes et très différentes. Nous ne sommes pas condamnés, comme on semble penser ces dernières années, aux valeurs de libéralisme classique et au modèle du marché concurrentiel. Les trois modèles ont été identifiés, mais ne recouvrent pas tous les courants de la pensée sociale. Ce qui manque, par exemple, de ce répertoire est le modèle des chrétiens évangéliques qui ont joué un rôle extrêmement fort et une grande influence ces derniers 30 années, même s'il n'est pas très en phase avec le libéralisme classique. Mais il est à noter que le programme d'aide au sida de plusieurs millions de dollars a été lancé par une Maison-Blanche où régnait le laisser-faire de l'administration Bush. Donc l'idéologie des entrepreneurs a également émergé au milieu donc de l'hégémonie du capitalisme de marché. Donc cette variété d'alternatives soulève la question de la façon qu'un pays peut évoluer d'une idéologie dominante à une autre. Et cette question est particulièrement intéressante pour ceux d'entre nous qui se sont sentis insultés par les valeurs libérales, qui ont limité la capacité
capacité du pays à imaginer son avenir et qui ont dominé la politique publique et les débats ces 30 dernières années. Les grands changements dans la vision ce dernier siècle ont été associés à l'apport de présidents extrêmement visionnaires juste après la guerre. L'accent a été mis sur la cohésion sociale sous Franklin Roosevelt et son programme du New Deal. Après la Grande Dépression des années 30, le régime libéral ce régime progressiste, le régime néolibéral qui l'a remplacé a été introduit en 1980 par l'élection de Ronald Reagan, qui a élaboré une vision et qui domine les politiques américaines depuis. Ces deux hommes ont été capables de générer des visions et des perspectives qui ont donné une cohérence à l'évolution. En ignorant les évolutions, que ces évolutions avaient des implications très différentes en matière d'organisation sociale et économique. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas contents du tour qu'a pris le libéralisme et l'économie et le fondamentalisme de marché, l'attrait de Barack Obama était très très fort. Les discours qu'il a faits lors de sa première campagne électorale ainsi que ses écrits ont suggéré qu'il aurait la capacité d'engager une nouvelle vision, mais la crise économique et financière en 2008, alors qu'il venait juste de prendre le pouvoir, lui donnait l'occasion de redéfinir le rôle du gouvernement dans l'économie et de remettre en cause les mécanismes de déréglementation. Il semblait également en capacité de remettre en cause cette tendance à l'écart grandissant des revenus. Mais le premier mandat du président s'est révélé être extrêmement décevant, notamment dans le domaine économique. Il a engagé des mesures très fortes pour répondre à la crise, mais essentiellement en subventionnant les institutions du secteur financier dont les excès étaient responsables de la crise. Dans cette démarche, le gouvernement a acquis le contrôle direct de plus de la moitié de l'économie nationale. Mais l'administration a refusé d'utiliser ce niveau de contrôle pour répondre aux problèmes structurels qui avaient généré la crise au départ. Il s'est révélé réticent à imposer des réglementations et il empêchait le Congrès de mettre en place des contrôles importants sur les salaires des grands dirigeants de ces institutions. Le seul critère que l'administration a proposé pour juger le succès de son intervention était les profits qu'ils réalisaient en revendant les actifs qu'ils acquéraient. L'exception à ce tableau très décevant était le programme Obamacare qu'il a mis en place à un coût énorme en termes de capital politique. Ce programme représente l'évolution la plus importante, la plus symbolique de l'État-providence depuis le New Deal. Dans son deuxième mandat, le président a essayé d'élaborer une vision alternative, mais il a dit cela en réponse à l'opposition politique, et en mettant en avant le rôle très public que le gouvernement avait joué dans la réaction à certaines catastrophes naturelles, comme certains ouragans et tornades et typhons cet été récent. En même temps, le président a pris une position très très volontariste en faveur de deux groupes fortement stigmatisés, les homosexuels et les travailleurs clandestins. Ce qui semble émerger est donc une vision qui n'est pas très différente de celle qui a guidé le pays ces 30 dernières années. Un marché très largement dérégulé avec certaines mesures pour protéger les droits de certaines minorités, pour promouvoir l'inclusion sociale, avec un rôle légèrement élargi en cas d'échec des marchés ou de catastrophes naturelles, avec un filet social légèrement élargi comme l'accès aux services sociaux et l'assurance sociale, mais un rôle trop limité de redistribution des impôts et des transferts. Donc,
à la fin du deuxième mandat d'Obama, nous allons nous retrouver avec une vision différente de la société américaine, mais ce sera celle d'un changement marginal par rapport au modèle social qui le précédait, et pas le changement radical qu'ont représenté les présidences Reagan et Roosevelt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation. Peut-être à l'intention de tous ceux d'entre vous qui n'ont pas entièrement saisi tous les détails. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donner quand même peut-être un bref résumé, sous le contrôle vigilant de Michael Pure, qui en fait est un très bon francophone. En deux ou trois mots, le contenu de cette contribution, qui vise à dire que il y a eu le moment, qu'on pourrait dire le moment Roosevelt dans l'histoire de la solidarité américaine, qui a été celui d'un rôle important de l'État, avec un système redistributif important. D'ailleurs, ce mouvement, vous le savez, Michael, a acquis en France un prestige tel qu'il y a des groupes Roosevelt, que la référence à la figure de Roosevelt est importante. Peut-être du fait aussi qu'ainsi que vous l'avez souligné, les grands changements aux États-Unis sont intervenus toujours en raison de la présence d'hommes politiques ayant réellement une vision et capables de transformer. Et donc, après Roosevelt, il y a eu Reagan. Ce n'est pas Bush qui avait été un homme de vision, j'ai bien compris, oui. Alors, ce premier moment a été suivi de celui donc de la vision Reagan. Mais ce qu'a souligné Michael Pure dans son intervention, c'est le fait qu'il ne faut pas oublier que la solidarité dans le modèle Roosevelt, si je puis l'appeler comme ça, se payait du prix. Alors là, il y aurait matière à discussion de ce que vous avez appelé des exclusions, en tout cas d'un système hiérarchisé dans lequel des catégories entières de la population se trouvaient à des positions subordonnées ou marginalisées, à commencer par les femmes, dans le cas d'une subordination, les Noirs et d'autres groupes et minorités culturelles ou sexuelles. Et qu'en revanche, dans ce second moment, le moment Reagan, le démantèlement progressif du système redistributif a été de pair avec une montée du principe d'égalité, de la lutte contre les non-discriminations et des progrès réels dans la condition sociale de certaines des catégories qui avaient été marginalisées antérieurement, à l'exception toutefois des Noirs, bien que paradoxalement, c'est le mouvement de revendication des droits civiques des Noirs qui était une sorte de matrice des autres revendications portées par telle ou telle communauté. À partir de ce tableau, Michael Pure s'interroge sur la possibilité, je n'oserais dire d'une troisième voie, parce que en Europe, immédiatement s'imprime le visage de Tony Blair, et c'est plutôt l'idée de ce que vous avez appelé, je ne sais pas comment on traduirait bien en français, civic republicanism. Ah bon, ça, je ne sais, bon. Je sais non plus. Donc, un modèle que vous avez comparé, alors, il y a eu un changement d'ailleurs, parce que vous avez comparé à l'usage de la langue, c'est-à-dire un socle de droit commun suffisamment solide pour permettre à chaque individu d'y trouver sa propre voie et la propre réalisation de soi-même, et en prenant ce parallèle avec la langue qui est effectivement notre loi commune, mais à partir de cette soumission à la loi commune de la langue, chacun de nous peut exprimer librement son individualité. Et l'exposé s'est terminé par une sorte de bilan mélancolique, on peut dire comme ça, de l'expérience Obama, en raison du fait que la crise de 2008 aurait pu être l'opportunité de repenser le modèle de la dérégulation qui avait présidé aux années et à l'ère Reagan et ses successeurs, mais que ça n'a pas été réellement le cas, en dépit de réformes réelles comme l'Obamacare, mais dont la portée n'a pas vraiment été saisie et dont Obama ne semble pas avoir tiré tout le profit politique qu'on pouvait en attendre. Je dirais juste en manière de commentaire que ce tableau général nous montre que le fossé est très profond qu'on tend parfois à vouloir établir entre l'Europe et les États-Unis doit être relativisé, parce qu'un certain nombre des traits que vous avez décrits, on pourrait faire de même dans le cas français. Je pense en particulier sur cette espèce de parallélisme qu'il y a eu entre l'augmentation vertigineuse d'une fragmentation des statuts et des inégalités socio-économiques
dont vous avez donné des chiffres extrêmes. Alors là, on n'est peut-être pas à ces chiffres-là en Europe, je ne sais pas. Et en même temps, une montée permanente des règles luttant contre les discriminations. Dans le cas du seul Code du travail français, j'avais fait le compte. L'article, j'ai renoncé à mémoriser les articles des codes parce que maintenant, dans le nouvel art législatif, l'article de code n'est plus un socle ferme, justement, pour une pensée, mais c'est quelque chose qui bouge tout le temps. C'est vrai aussi dans le droit communautaire, tous les 2 ans, la numérotation change. Enfin, l'article qui définit la liste des discriminations prohibées dans le Code du travail a été modifié environ tous les 18 mois depuis les années 90, avec l'ajout à chaque fois d'une nouvelle discrimination prohibée. Et durant la même période, la fragmentation des statuts socio-économiques du travail et du statut salarial n'a cessé de s'accroître. Donc ces 2 mouvements sont allés de pair et c'est quelque chose qui est tout à fait proche de ce que vous avez décrit aux États-Unis. Quant à l'absence de vision des hommes politiques, je ne m'engagerai pas sur ce terrain, d'autant plus que c'est l'heure d'une pause de 15 minutes. Donc nous nous retrouverons en principe à 11 heures. Disons, on peut mettre un tout petit peu après 11 heures pour la deuxième partie de cette matinée. Merci encore à vous.